Bonjour et bienvenue au podcast Jason Ergo, le podcast des étudiants en ergothérapie. Nous sommes de retour en force pour une deuxième saison. Cet épisode est la deuxième partie de notre discussion avec Julie Maas et Isabelle Quintal à propos de l'ergothérapie avec les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Bonne écoute. Vous avez parlé comme quoi qu'il y a vraiment l'aspect autant comme santé physique que la santé mentale, vu que c'est une expérience très subjective et émotionnelle. Mais parfois, on sait que des fois, les références en ergothérapie visent vraiment un objectif pointu où on traite en santé mentale ou en santé physique. Donc, comment qu'en douleur chronique, on peut essayer de rester sur la demande de référence sans trop déborder, mais tout en maintenant une approche vraiment globale dans tout ce sens-là? Ça commence par notre évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on met le focus sur, OK, on a un mandat, on est dans le contexte de la santé mentale et on ne mise que sur l'état affectif pour que la personne aille mieux, puis là, on regarde que ça? Non, ça s'appelle pas de l'ergothérapie. Est-ce qu'on est en santé physique, puis qu'on est là juste pour développer une meilleure force de préhension, amplitude articulaire, puis mission accomplie si on agit là-dessus? Non plus. Si on évalue bien comme des ergothérapeutes, on va évaluer ces paramètres-là, mais on va évaluer les défis occupationnels auxquels ils font face. Donc, on est prêt à intervenir auprès de gens qui ont différentes pathologies à partir du moment où ils ont des défis dans leur vie quotidienne, dans l'ensemble de leurs habitudes de vie. Et c'est la raison d'être de l'ergothérapeute. Et donc, on devrait être comme ergothérapeute évalué d'une façon propre à nous. On devrait identifier les défis occupationnels, on devrait les quantifier, on devrait réévaluer pour mesurer l'impact de nos interventions. Fait que penser à nos outils disciplinaires en ergothérapie, là, on ne devrait pas s'en passer en douleur chronique. Il y en a un qui me vient en tête, c'est la mesure canadienne du rendement occupationnel. Si on agit comme des ergothérapeutes, ben oui, on va évaluer les paramètres physiques, psychosociaux, on va s'intéresser à l'environnement. C'est sûr qu'on ramasse toutes ces informations-là. On peut cartographier des territoires allodiniques, comme Isabelle pourrait élaborer là-dessus. Tu sais, c'est comme ça fait partie de ce qu'on fait. Mais l'output de nos interventions, c'est vraiment comment ça se passe. Est-ce que la personne est satisfaite dans son quotidien? Est-ce qu'elle a un bon niveau de rendement? Est-ce qu'elle est à la hauteur des attentes de l'environnement dans lequel elle vit? Puis c'est ça qu'on doit documenter, puis c'est ça qu'on doit réévaluer après pour dire est-ce que notre intervention a de l'impact. Donc, c'est de revenir dans nos bottines d'ergo, dans notre façon d'évaluer. Ça, c'est garant d'orienter nos traitements vers vers la priorité. Puis c'est aussi garant de documenter les effets de nos interventions, puis faire valoir ce qu'on fait, puis de le dire haut et fort. Donc ça, je pense qu'il faut solidifier notre identité professionnelle comme ergo en douleur chronique. Moi, ça m'a pris 25 ans là, pour me sentir solide, puis être capable de changer les choses, de contribuer à des efforts collectifs pour changer les choses, puis amener cette vision-là. Mais je pense que le truc, c'est de se ramener dans nos évaluations, de documenter ce qu'on fait. Pour moi, c'est ma priorité. Il y a d'autres éléments de réponse, là, mais ça serait la première chose. Bien, quand tu dis justement retourner dans nos bottines, je pense que je reviens à votre élément de qu'est-ce qu'on fait quand on a un mandat qui dit, par exemple, diminuer la douleur ou augmenter les amplitudes articulaires. Bien, moi, comme ergothérapeute, en tout cas, je me suis jamais gênée de recadrer le mandat et de le recadrer vers des objectifs fonctionnels. C'est ça, c'est peut-être des objectifs spécifiques. Peut-être que ça passe par des interventions qui vont améliorer les amplitudes, qui vont diminuer la douleur. Mais mon objectif reste fonctionnel. Est-ce que c'est de jouer de la guitare de nouveau? Est-ce que c'est d'être capable de faire le ménage? Est-ce que c'est... Donc, je vais plutôt aller vers ces objectifs-là ou un retour au travail. Et là, justement, là, bien, ça va justement m'aider à être capable de choisir les modalités que moi, je pense les meilleures. Et ça peut passer par, oui, des modalités en santé physique ou en santé mentale. Mais, tu sais, ça va être les deux. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, j'ose le dire, mais je pense que ça a presque été une erreur de séparer les instituts. De dire, il y a un institut en santé physique, un institut en santé mentale. On n'enlève pas le corps, la tête du corps. C'est un corps humain. Donc, tu sais, de plus en plus, il y a certains troubles, il y a certains trucs, on sait qu'ils sont vraiment à la frontière entre la santé mentale et la santé physique, comme par exemple les troubles neurofonctionnels qui commencent à être reconnus. Ils savent même pas si c'est le département santé physique ou santé mentale, ça va un peu dans les deux, en fait. Donc, je pense que la douleur, c'est ça, et puis, de par sa définition, c'est une expérience qui est sensorielle et émotionnelle.
Si j'ai pas l'émotion qui va avec la sensation, ça sera pas de la douleur. Tu sais, si je me fais piquer pour une prise de sang, puis je suis comme, oh, pas grave. Mais sûrement que je vais dire, ça n'a pas vraiment fait mal. Mais si j'ai peur de ça, je suis comme, ah! Et là, j'ai une réaction, mon Dieu, j'ai peur, ça fait mal, j'ai de la sudation, ça va pas. Mais là, oui, ça devient de la douleur parce que j'ai une réaction qui est émotionnelle. Donc, de dire, ben, je ne traiterai pas la partie cognitive émotionnelle, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on est en douleur. Donc, oui, c'est une prise en charge qui doit prendre en compte les deux aspects. Ça ne veut pas dire qu'on traite un trouble psychiatrique, hein? C'est vraiment d'aller moduler tout ce qui est émotionnel avec, ça peut être justement exercice de relaxation, exercice de respiration, pleine conscience. On a toutes sortes de techniques qui existent. Mais je pense que c'est une chose qui est le fun en ergo. On en parlait plutôt, Julie et moi, c'est qu'en douleur, on a un éventail d'interventions possibles qui est énorme. T'sais, on n'a jamais fini de se former, on n'a jamais fini d'acheter des cordes dans notre arc. Là, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut aller chercher. Et ça va regrouper justement là, des interventions des fois qui tirent un peu plus des fois sur physique, qui tirent un peu plus des fois sur émotionnel ou santé mentale. Mais en quelque part, ça fait un tout, je pense. Je pense que comme ergothérapeute, qu'on soit en santé physique ou en santé mentale, on intervient on favorise l'autogestion de la douleur dans l'ensemble des habitudes de vie. Puis ça devrait être ça, le mandat qu'on nous donne. Je ne sais pas si tu es d'accord, Isabelle. Tout à fait. C'est comme qu'on soit dans une équipe milieu de soins en santé mentale ou santé physique, nous, on s'occupe des défis occupationnels. Donc, on a une raison d'être. Puis c'est pas en fonction de la pathologie. On va considérer, on a-tu affaire à quelqu'un qui a de la fibromyalgie ou qui a une zone allodinique au niveau de la, je sais pas, de la paume de la main, bien là, c'est sûr que ça va orienter nos priorités de cible d'intervention, mais on va toujours être dans cette vision-là comme ergothérapeute de favoriser l'autogestion dans l'ensemble des habitudes de vie. Puis on va prioriser certaines habitudes de vie au début, puis on va en prioriser d'autres. Puis la personne va devenir experte de ses symptômes et de sa vie quotidienne avec la douleur. Puis c'est ce qu'on voit, hein, les champions en douleur chronique, c'est des gens qui sont capables de gérer, de faire face même aux crises de douleur qui étaient comme difficiles à contrôler, puis qui sont arrivés, puis ils vont s'ajuster, puis ils vont aller de l'avant malgré tout. Fait que c'est une forme d'accompagnement qu'on offre comme ergothérapeute. Puis parfois, on va cibler les symptômes pour accompagner ces gens-là d'abord et avant tout, parce que c'est ça qu'on a de mieux à faire maintenant. Puis dans d'autres moments, on va réorienter l'horaire occupationnel, réorganiser le quotidien, puis c'est là-dessus qu'on devrait agir en premier. Fait que c'est ça, cette vision-là de dire, OK, par où je commence comme ergothérapeute, parce que je suis capable de comprendre la problématique dans son ensemble. Puis ça va dépendre un peu avec qui je travaille comme équipe interdisciplinaire, dans quel contexte de soins, c'est quoi la marge de manœuvre que j'ai, puis pour mettre de l'avant certaines priorités dans nos interventions. Bien, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs qui s'entretiennent les uns les autres en douleur chronique. C'est autant des facteurs qui sont physiques, plus dans le fond, le mental, si on veut. Puis, tu sais, des fois, comme on dit, bien, ils sont tous interreliés. Moi, je disais à mon avis, il y a plusieurs facteurs. Il y en a 5, 6, 7, 8. Ça peut être social, ça peut être physique, ça peut être émotionnel. Bon, on a mentionné plusieurs déjà. Et il y en a dans différentes proportions pour chacun des patients. Et tous ces facteurs-là sont interreliés comme une grosse toile d'araignée. Puis on dit, bien là, il va falloir que j'arrive à couper quelques fils dans cette toile d'araignée-là pour alléger. Mais je commence par où? C'est par où qu'on passe, là, tu sais. Donc, des fois, c'est d'avoir plusieurs cibles, qu'on met une après les autres. Souvent, c'est ça qui va fonctionner, là. Mais c'est ça demande pas mal de raisonnement. Ce qui est un défi, mais qui est aussi très stimulant. Mais vous avez beaucoup parlé aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez invisible. Souvent, la douleur chronique, c'est pas quelque chose qui se voit chez les gens, par exemple, qui sont plus en situation de handicap, par exemple, avec un fauteuil roulant, etc. Donc, souvent, ça peut amener des incompréhensions de la part de l'entourage, de la famille, etc. Est-ce que vous avez soit des cas, ou même pour vous, qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous avez intervenu, par exemple, auprès de la famille ou auprès des proches pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez vu réellement des changements autant au niveau de la famille, mais au niveau de vos patients qui finalement se font comprendre ou à peu près comprendre? C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la détresse ou de la souffrance associée à la douleur chronique. C'est cette espèce de façon où les gens vont dire qu'ils se sentent stigmatisés parce que
Ils peuvent être perçus comme des gens qui se lamentent pour rien, qui veulent profiter, par exemple, d'une période d'arrêt de travail, parce que finalement, normalement, on guérit bien plus vite que ça pour une lombalgie. Puis comment ça se fait que cette personne-là n'est pas retournée encore? Normalement, c'est possible. Donc, il y a cet effet de ne pas être compris aussi dans leur consultation médicale. Parfois aussi, ils ne peuvent pas jouer le rôle de bons patients pour qui il y a un diagnostic clair, il y a une marche à suivre, ça fonctionne, puis on donne congé. Donc, ça fait partie de leur vulnérabilité dans bien des cas. Donc, c'est des gens qui ont besoin de se sentir crus dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leurs symptômes. Donc, ça fait partie de notre prise en charge en ergo, puis que tout professionnel doit préconiser, c'est de valider cette douleur-là. Puis en ergo, on va valider l'impact qu'elle a dans la vie quotidienne, à quel point c'est pas facile de faire face à ça au jour le jour. Moi, je l'ai vu chez des patients, je l'ai vu chez des proches aussi, dans la vie quotidienne, comment de toujours, tu sais, jour et nuit, là, pour certaines personnes, il y a une douleur constante. Pour d'autres, c'est des douleurs spontanées, des fois provoquées par certaines postures, certaines stimulations. Des fois, c'est juste spontané comme ça, à tout moment, pendant la journée ou la nuit. Donc, il y a cet aspect-là aussi d'imprévisibilité de la douleur qui a des impacts sur qu'est-ce qu'on avait prévu faire aujourd'hui. Finalement, bien, la douleur est tellement grande que j'annule, puis à la dernière minute, puis finalement, je ne peux jamais trop planifier. Donc, j'arrête mes engagements, je vis au jour le jour. Le cycle de sommeil est souvent dégagé. Donc, oui, le fait que ce soit invisible, ça accentue les défis associés à la douleur chronique. Puis c'est certainement quelque chose qu'on doit prendre en compte dans notre prise en charge. En ergo, on a un atout. C'est qu'on est capable de documenter l'impact qu'elle a sur la vie quotidienne des gens. Donc, avec des bonnes évaluations fonctionnelles, on est capable de dire, bien, la personne, elle vit avec une douleur, puis regardez les répercussions que ça a dans son quotidien. Regardez comment ça limite ses capacités de travail à ce stade-ci, puis pour l'amener plus loin, voici sur quoi on devrait agir. Donc, c'est cet atout-là d'être capable de documenter l'impact fonctionnel, d'objectiver l'impact fonctionnel d'une douleur qui est, par définition, la douleur, une expérience subjective. Oui, bien, je suis d'accord. Puis, ça peut mener aussi à l'isolement social, hein, quand les gens ne comprennent pas. Ça me fait penser justement à une patiente que j'avais suivie qui allait plus souper avec ses amis. Parce qu'elle dit, bien, je suis tannée de me répéter. Je suis tannée de dire que j'ai mal. Je suis tannée de dire que ma main, bien, ça va pas mieux. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on a travaillé avec elle, mais qu'on a travaillé aussi à mettre ses limites de dire, si tu n'as pas envie d'en parler, c'est correct. Tu peux arriver au souper et dire, écoute, ma main, j'ai pas le goût que ça soit le sujet aujourd'hui, j'ai le goût de passer du bon temps avec vous. Tu sais, on peut aussi mettre les limites. Des fois, on se dit, parce qu'elle se sentait mal de ne pas répondre à leurs questions. Je dis, ben non, tu sais, ça se dit aussi. Elle se sentait mal aussi parce que longtemps assise, ça la fatiguait. La position assise, l'appui sur la table de sa main, tout ça, l'épaule, bon. Et puis, elle jugeait que c'était pas acceptable socialement de se lever pendant un repas. Donc, on a travaillé aussi à comment elle pouvait expliquer, par exemple, à ses amis, bien, ça se peut que moi, bien, pour réussir à souper, il faut que je me lève toutes les 30 minutes. Donc, que ça soit accepté aussi, qu'elle puisse le faire. Donc, des fois, on travaille sur des aspects, des fois, que tu dis, je pensais pas que j'allais là avec mes interventions, mais finalement, oui. Que la personne soit capable d'exprimer ses besoins, ses limites pour être capable, justement, de diminuer l'isolement social, d'avoir une plus grande participation sociale, oui. Je l'ai vu souvent, c'est des gens qui vont avoir de la misère à demander de l'aide quand ils en ont vraiment besoin. Fait que des fois, ils ont des proches qui sont surprotecteurs puis qui vont comme quasiment tout faire à leur place, puis finalement, ça entretient un cercle vicieux aussi d'éviter d'être dans l'activité, puis on se sent inutile. Puis des fois, les proches vont comme ignorer ce problème-là, puis la personne ne va pas vouloir non plus les déranger. Mais il y a quelque chose entre les deux où, quand elle sait que finalement sa tolérance à l'effort peut diminuer dans certains contextes, puis qu'elle a besoin de pause ou elle a besoin d'aide pour tel aspect de telle occupation, telle tâche qui ferait toute la différence finalement pour sa capacité à fonctionner, puis d'être satisfaite de sa journée, bien, c'est d'être capable d'identifier à quel moment ou dans quel état elle se sent, puis que là, elle a vraiment besoin d'aide ou quelle tâche de sa routine quotidienne elle mériterait là, d'avoir de l'aide de ses proches, puis qui lui permettrait de bien doser son énergie, ses efforts, puis finalement, être satisfaite de son rendement occupationnel dans ce qui est prioritaire pour elle. Fait que c'est tout cet accompagnement-là aussi qu'on va offrir. Puis des fois, on va justement impliquer les proches pour qu'ils soient sensibilisés à qu'est-ce que c'est ce phénomène de la douleur-là. Pour cette personne-là, quels sont les facteurs qui la font varier
à la hausse ou à la baisse, puis comment est-ce qu'on a trouvé des stratégies qui conviennent pour faire ces journées d'une façon satisfaisante. Alors, vous, selon vos disponibilités, puis tout ça, est-ce qu'on pourrait trouver une formule comme gagnante dans l'organisation du quotidien qui ferait que, finalement, tout le monde respecterait ses capacités, ses disponibilités, puis que ça ferait une différence dans sa façon de fonctionner. Fait que ça, c'est comme une étape aussi dans notre prise en charge. Soit qu'on intègre les proches dans l'éducation thérapeutique qu'on fait pour comprendre le phénomène de la douleur, ou quand la personne est rendue un peu experte de son quotidien, de la variation de sa douleur, on pourrait les impliquer pour dire, voici les moments puis que je pourrais demander de l'aide, puis il y a des moments prévisibles, puis il y en a d'autres qui le sont moins, on peut-tu en discuter? Puis j'ai eu des opportunités justement dans des groupes comme ça d'aborder ces questions-là, puis c'était vraiment intéressant, ça pouvait faire une grande différence. Des fois aussi, c'est ça, des fois aussi les proches, ils comprennent pas ou ils se sentent inutiles. Donc, le sentiment des proches inutiles, ça aide pas non plus parce qu'ils voudraient aider, ils se sentent inutiles, ça cause des frustrations supplémentaires. Donc, je pense que ça, c'est important, un point que tu viens de dire. L'autre chose que je faisais aussi avec des patients, c'est qu'on essaie aussi de leur donner des exemples concrets, comment décrire leur douleur. On essaie de travailler avec eux là-dessus. Parce que, tu sais, juste dire, j'ai mal... Des fois, les gens ont de la misère à se projeter, à se mettre à la place de l'autre, dire c'est quoi sa douleur, qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Donc, comme par exemple, moi, je travaille beaucoup dans les douleurs neuropathiques. Et ce qu'on donnait comme exemple, peut-être que des fois, les gens de l'entourage ont peut-être vécu ou on connaît quelqu'un qui a déjà eu ça, on l'a vu souffrir. Disait par exemple l'exemple d'une sciatique. On voit les gens qui ont une lombosciatalgie, ils boitent, ont de la misère à rester assis longtemps, de la misère à rester debout longtemps, la position de sommeil est compliquée. Donc ça, c'est des choses qu'on voit assez couramment, dans la population générale, on en parle beaucoup. Donc ça, c'est un exemple auquel on peut se raccrocher. Ou pour l'intensité de la douleur, je nommais par exemple la rage de dents. Donc, la rage de dents, c'est le nerf au niveau de la dent qui est atteint et ça fait très mal. Et on n'attend pas longtemps avant d'appeler le dentiste. Ça fait très, très mal. Donc, ça donne une idée, là, tu sais, où je dis, comme par exemple, ce qu'on appelle le funny bone, quand on se cogne le coude et ça engourdit jusque dans le bout des doigts, mais pendant quelques secondes, le symptôme est tellement intense qu'on ne peut pas utiliser notre main. Donc, ça, c'est un autre exemple, là, quand les gens disent, ça, c'est ce que j'ai au quotidien dans ma main. Donc, imagine la difficulté à l'utiliser et l'intensité des symptômes. Donc, j'essaie de donner quelque chose qui est un peu plus comme vulgarisé, accessible, qui sont capables de transférer là, à leur entourage. Puis, je vois que ça peut quand même être un bon défi pour les patients, mais également pour vous. Est-ce que vous relevez d'autres défis que peut avoir cette clientèle-là, mais également vous en tant que professionnel avec cette clientèle-là? Moi, je dirais que c'est une population, c'est une clientèle avec laquelle les changements, il faut aller lentement, mais sûrement. Donc, moi, au début de ma carrière comme ergothérapeute, j'étais plus en thérapie de la main, phase aiguë, subaiguë, avec des changements relativement rapides. Mais là, on a affaire à des gens qui se sont installés dans des cercles vicieux, dont les symptômes ne sont pas toujours bien contrôlés, qui arrivent après plusieurs échecs thérapeutiques, après des délais d'attente, surtout quand moi, j'interviens en contexte de soins tertiaires en clinique de douleur. On ne peut pas s'attendre à ce que la situation soit améliorée en 4 semaines intensives, là. C'est vraiment Puis en plus, l'offre de traitement en ergothérapie est mise d'abord et avant tout dans ce contexte-là sur le changement dans les routines de vie, dans les habitudes. Donc, c'est long de changer nos habitudes. Tout le monde le sait. Hein? Quand on veut améliorer quelque chose dans notre façon de vivre notre vie de tous les jours, des fois, on essaye, on n'a pas trouvé la bonne technique pour le changer. Après ça, on trouve des bonnes stratégies qui ont l'air de fonctionner, d'être réalistes. Puis là, on essaie de les adopter de façon régulière, puis de voir l'effet que ça a. Puis des fois, on se décourage, on a besoin de petits rappels. Donc, c'est de miser sur la régularité au quotidien pour avoir des changements durables qui font vraiment une différence. Fait que c'est d'être comme un thérapeute qui observe beaucoup, qui est attentif à l'autre, puis qu'on écoute beaucoup, puis que les meilleures solutions se trouvent en partenariat avec la personne. Puis c'est un processus d'essai-erreur. Fait qu'il y a tout l'établissement de l'alliance thérapeutique qui est importante, tout notre processus d'évaluation très détaillé qui doit être fait aussi, puis là, d'induire des changements dans les routines. Donc, c'est d'être patient, mais d'avoir un suivi, de trouver une structure aussi dans le temps pour accompagner ces gens-là assez longtemps. Fait que ça, pour moi, c'est un défi, mais en même temps, c'est un défi que j'aime vraiment relever, là, de cette forme d'accompagnement-là au cas par cas, puis d'être capable de situer mon identité professionnelle, puis de dire, regardez ce que je peux vous offrir dans un cadre de soins qui est très biomédical encore, de dire, moi, comme ergo, là,
ce que je veux, c'est vous aider à dealer avec cette douleur-là le mieux possible. Puis tant mieux s'il y a des interventions qui agissent sur les symptômes, qui la diminuent davantage, puis on va travailler là-dedans. Mais regardez, là, votre vie de tous les jours là, fait en sorte que vous êtes très peu actif, même votre condition physique est un peu à la baisse. Faut au moins maintenir vos capacités physiques, puis tu sais, comme trouver des bonnes stratégies quotidiennement pour aller de l'avant malgré tout. Donc, c'est cette façon-là d'être patient, d'accompagner au cas par cas, puis de... Finalement, on n'a pas de protocole tant que ça, tu sais, on a des éléments de raisonnement clinique, mais d'être toujours dans la réflexion, puis de se remettre en question un peu comme thérapeute, puis dire, est-ce que c'est vraiment, est-ce que mon plan de traitement, il priorise la bonne chose maintenant? Est-ce que je m'ajuste? Donc, c'est d'être un thérapeute qui est capable de créer du lien avec la personne, puis de l'accompagner à son rythme aussi. Je pense que tu as raison, puis je pense qu'il faut être à l'aise dans ce doute-là. Ouais. C'est-à-dire que comme il faut beaucoup personnaliser pour chaque patient, j'ai toujours le plan B, C, D, E, F en réserve au cas où le plan A ne fonctionne pas. Donc, il faut être capable de se remettre en question souvent, de remettre en question nos choix. Puis ça, des fois aussi, comme nous, on accepte ce doute-là, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le côté du patient, qui lui aussi doit accepter que les professionnels de la santé qui le soignent doivent avoir un doute. Et ça, souvent, j'en ai rencontré des patients échaudés qui m'ont dit « Je me sens comme un rat de laboratoire ». Je sais pourquoi? Bien, parce que le médecin change tout le temps ma médication. On dirait que c'est pas où ce qui s'en va. Moi, ça me rassure plutôt un médecin qui va faire des essais quand ça fonctionne pas que quelqu'un qui dit « Je te laisse la même médication » qui ne fonctionne pas. Justement, on n'est pas dans quelque chose de ça, mais on est dans quelque chose qui est dans l'action. On essaye, on cherche. Mais pour les patients, ça peut vraiment être déroutant. Ça peut jouer sur leur confiance et sur la relation thérapeutique avec nous. Et je pense que ça, c'est quelque chose, on parle d'écoute aussi avec Julie, je pense que c'est important justement notre écoute, de sentir qu'on est en partenariat avec eux et que ces essais-erreurs-là, on va les faire ensemble, puis on va le construire ensemble, le plan. Et ils doivent vraiment avoir confiance en nous, là. C'est vraiment important, puis qu'il y ait une adhérence au traitement, tout ça, parce que là, on parle justement de plusieurs mois de suivi souvent. Donc, c'est important que ça soit bien... Puis, c'est pas en contradiction avec quelque chose de très méthodique et rigoureux. La douleur chronique, tu sais, si on veut être des ergothérapeutes comme efficients en douleur chronique, ça nous prend une grande rigueur. C'est de dire, moi, si je veux changer des habitudes de vie, bien, comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je vais évaluer? Quel outil je vais utiliser pour prioriser mes objectifs thérapeutiques avec la personne, puis là, mettre de l'ordre dans sa vie quotidienne? Puis, c'est quoi les stades de disposition au changement? Puis, c'est quoi les facteurs sur lesquels j'agis? Dans le cadre de mon projet de recherche au doctorat, c'est une intervention manualisée qui porte un nom, qui a été très structurée, mais cette structure-là, elle doit être modulable. Donc, il y a un certain nombre de semaines. On fait des approches de groupe, d'individuels. On mise sur des changements personnalisés dans le style de vie au quotidien. On peut faire beaucoup d'expérimentation dans l'activité pour voir des stratégies de pacing qui fonctionnent ou pas. Mais là, moi, j'ai toutes mes composantes de l'intervention. J'ai ma structure, mais au cas par cas, je peux l'ajuster puis prioriser d'autres défis occupationnels. Mais j'ai un cadre rigoureux, solide. Puis ce que je propose, moi, comme intervention, qui est vraiment une intervention fondée sur le style de vie, des routines quotidiennes, Isabelle a un peu le comparable quand elle fait de l'imagerie motrice graduée ou de la rééducation sensitive. Elle a des critères de gradation, des protocoles établis, mais elle a le défi de les ajuster au cas par cas puis d'accompagner les gens là-dedans. Fait que c'est comme un équilibre entre une approche très méthodique et structurée, mais une souplesse pour s'adapter au cas par cas. Mais on n'y va pas, on n'improvise pas, puis on n'est pas comme, OK, on va se centrer sur ce que la personne nous dit, puis sur ce qu'elle préfère, puis on va aller dans son sens. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Mais je vois vraiment le parallèle entre une approche de rééducation sensitive avec des critères de gradation, puis une approche de lifestyle, tu sais, vraiment de remodeler la vie quotidienne avec des critères qui sont différents, mais qui tournent autour, finalement, de la même problématique. Oui. Puis au niveau de cette rigueur-là, je pense qu'un des défis qu'on a aussi, c'est d'être capable d'évaluer ces progrès-là. Parce que comment on évalue les progrès? Là, on parle de douleur, donc est-ce qu'on évalue vraiment seulement en fonction de nos critères de fonction, d'autonomie comme ergothérapeute, ou on ne veut pas aussi aller chercher de l'évaluation de la douleur à proprement dit? Donc, au niveau de la fonction, tout ça, je pense qu'on a quand même beaucoup d'outils. Je pense que le défi, ça va être d'aller chercher le bon outil, celui qui va être qui va être le plus informatif. Puis au niveau de la douleur, c'est quand même très difficile à évaluer comme concept.
Oui, on peut l'évaluer sur 10. Oui, on a des questionnaires, mais ça reste quand même un concept qui est très, très difficile à évaluer là, simplement avec des questionnaires. Et ça, c'est un des premiers défis. L'autre défi, c'est qu'on a dit justement que ça peut varier dans la journée. Ça peut varier d'une journée à l'autre. On peut avoir des bonnes journées, des mauvaises journées. Donc, comment on fait pour évaluer si la personne s'améliore? Donc, ça, c'est quand même aussi important. Et en sachant que cette variation-là dans la journée, variation-là quotidienne, je pense que c'est important aussi qu'on se rappelle que c'est pas l'évaluation quotidienne de la douleur qui compte. Mais moi, souvent, ce que je disais aux gens, bien, êtes-vous mieux qu'il y a 1 mois? Êtes-vous mieux qu'il y a 2 mois? Il faut vraiment regarder en arrière, dire, est-ce que, malgré tous les hauts et les bas des dernières semaines, est-ce que j'ai quand même le sentiment que je vais mieux? Est-ce que j'ai quand même le sentiment que je suis plus fonctionnelle, que j'ai un peu moins de douleur? Donc, c'est quand même particulier à évaluer, là. Mais ça ramène l'idée qu'on ne peut pas avoir des changements rapides, puis si on réévalue tout le temps, on ne va pas détecter un changement. Fait qu'il y a quand même un délai, peut-être, qu'il faut laisser pour voir la tendance. Puis il y a des façons de capturer un petit peu la variabilité de la douleur à l'échelle de la dernière semaine, par exemple, ou à l'échelle du dernier mois, puis comparer des comparables. Donc, il faut évaluer, mais pas trop souvent non plus, sinon on ne captera pas de changement. Fait que c'est vraiment une question là, de doser la fréquence de nos réévaluations, puis doser aussi la durée de nos interventions pour vraiment offrir à la personne ce dont elle a besoin. Au niveau des autres défis, je pense aussi que c'est ça, peut-être au niveau charge émotionnelle des thérapeutes, ça peut arriver. Je pense qu'il ne faut pas oublier que ces patients-là qui souffrent, comme on dit, ont aussi une charge émotionnelle. Moi, je dis toujours comme exemple, bien, si une journée, je me réveille et j'ai mal à la tête, je risque d'être moins patiente avec mon entourage pour seulement une journée de mal de tête. Donc, on s'imagine des gens qui ont des douleurs depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est quoi leur humeur? Donc, ça se pourrait qu'il y ait des variations d'humeur. Et c'est des fois, c'est nous qui les vivons comme thérapeutes. Des fois, ils arrivent dans notre bureau, ils sont exaspérés de plusieurs situations. Et je pense que là aussi, notre formation, on parlait tout à l'heure de la distinction entre santé mentale et santé physique, mais je pense qu'on a une super belle formation en ergothérapie en santé mentale, dans laquelle on a appris vraiment à être empathique, à justement mettre nos limites, à ne pas ressentir l'autre, mais vraiment comprendre ce que vit l'autre. Je pense que c'est important d'appliquer ces choses-là aussi et de reconnaître si jamais on n'a pas été capable de mettre nos limites par rapport à ça. Mais ça demande quand même un peu de compétences à ce niveau-là. En lien avec tous ces défis-là, qu'est-ce que vous diriez qui serait un peu la personnalité nécessaire pour travailler en douleur chronique, en ergothérapie? Bien, j'ai comme pas envie de restreindre ça à un type, parce que je pense pas qu'il y a une personnalité qui fit. Tu sais, moi, je pense que la profession a besoin d'ergothérapeutes de différentes approches. Ça dépend de ce qu'on entend par personnalité aussi, là. Mais il y a comme un message que j'ai envie de passer, indépendamment du style de thérapeute qu'on est. Ça dépend pas juste, OK, on est en douleur chronique, donc on devrait être comme ça. Ça dépend aussi du contexte de soins dans lequel on se trouve. Première ligne à domicile versus clinique spécialisée en hôpital. Ça peut-être que ça joue plus que de dire quel type de thérapeute, douleur chronique, tout milieu de soins confondus. Tu sais, je suis comme pas capable trop de me prononcer, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que les ergothérapeutes, généralement, en douleur chronique, on n'affirme pas assez notre spécificité. C'est comme si, pour une raison ou pour une autre, on essaye de fitter dans un cadre où on est très axé sur les symptômes, puis on veut contribuer au soulagement d'un symptôme, puis on affirme difficilement. En tout cas, je pense que c'est moins pire que là, 10, 15, 20 ans, mais difficilement notre spécificité, puis dire, bien, savez-vous quoi? Moi, je suis là pour vraiment aider la personne à fonctionner mieux, puis c'est ça ma matière première pour intervenir, c'est que je vais agir avec la personne dans son quotidien. Puis vous agissez peut-être plus sur les symptômes, sur ses pensées, sur ses croyances, mais moi, je vais ramasser tout ça puis l'aider à trouver des solutions dans son quotidien. Ça a l'air banal, mais c'est tellement ça leur besoin numéro 1. Quand on écoute des témoignages de gens qui vivent avec la douleur, ils vont dire, oui, ça me fait mal au niveau du poignet, mais ma vie a pris un tournant
incroyable depuis que j'ai de la douleur. J'ai l'impression que, tu sais, j'arrive plus à fonctionner, puis c'est ça qui me frustre, puis je suis préoccupée. Fait que c'est comme de dire, moi, je vais aller chercher ce morceau-là comme ergothérapeute. J'ai des outils de mesure, j'ai des interventions qui agissent là-dessus. Puis c'est comme si on est discret un petit peu. Des fois, les ergothérapeutes. On fait un très bon boulot, mais on est discret. Donc, moi, je pense que ce qui bénéficierait pour vraiment déployer notre rôle, c'est d'avoir des ergothérapeutes dans le domaine de la douleur chronique qui sont capables d'affirmer leur identité professionnelle, d'affirmer leur complémentarité avec d'autres membres de l'équipe interdisciplinaire, puis d'avoir de la rigueur au plan scientifique dans leur choix d'outils de mesure puis d'intervention. Ça prend des ergothérapeutes qui sont curieux de toujours être à jour, puis d'aller chercher, comme tu disais, Isabelle, d'avoir plus de cordes à notre arc. Le domaine de la douleur chronique, c'est un domaine hyper stimulant parce que l'avancée des connaissanses va très vite à l'international. Au Québec, il se passe plein de choses. Puis, l'offre de soins qu'on va développer, ça dépend beaucoup un peu de quelle formation on va aller chercher puis comment on va se mettre à jour tout le temps. Fait que ça, je pense que c'est la clé. C'est d'être capable de toujours se situer dans notre spécificité puis d'être capable d'être curieux puis d'aller se former puis d'innover dans nos interventions. Des fois, on parle de pleine conscience, d'activité physique. Bien, ça se peut qu'on ait ces connaissances-là puis qu'on ait ces formations-là, on peut l'inclure. D'autres ergothérapeutes vont avoir d'autres atouts, mais on va toujours être situé dans notre rôle puis on va être capable de le communiquer. Fait que je vous dirais que c'est ça qui peut-être qui ferait avancer les choses, comme profil de thérapeute. Ben, je ferais du pouce à ce que tu dis. Je pense que oui, je pense qu'on peut s'affirmer davantage, en tout cas comme ergothérapeute en douleur. Je pense que notre place, on peut l'occuper davantage. On peut étendre à plusieurs populations. En tout cas, je pense que j'ai mon travail fort là-dessus aussi. Entre autres, toi, dans les centres de douleur. Moi, je suis rendue en périnéale sexualité. Prochain projet, c'est en oncologie. Donc, on essaie d'étendre aussi, là, puis d'ouvrir des portes pour les gens qui ont besoin de soins aussi. Là, on essaie d'ouvrir ça. Mais tu sais, sinon, je dirais pas non plus un type de personnalité, mais peut-être des choses qu'on a envie ou des qualités qu'on trouve qu'on a ou des choses sur lesquelles on veut travailler peut-être. Alors, des fois, on ne l'a peut-être pas, mais c'est quelque chose qu'on veut travailler. Mais je pense d'être persévérant. Je pense qu'il ne faut pas, dans le fond, être quelqu'un qui veut un résultat immédiat. Si c'est ça qui nous trille, c'est ça notre thrill, bien, la douleur chronique, c'est peut-être pas pour nous. Mais d'être persévérant puis de voir vraiment, justement, là, peut-être d'aimer les projets, d'être fonceur, d'aimer le raisonnement clinique, d'aimer les puzzles, de se dire que chaque patient est différent. À chaque fois, c'est mes interventions, oui, structurées, standardisées, mais que je vais moduler un peu différemment. Donc, on est tout le temps en raisonnement. Fait que c'est quand même très, très, très stimulant. Pour ceux qui n'ont jamais envie d'arrêter la progression de leur connaissance, c'est vraiment un beau domaine parce que on n'a jamais fini les formations. Il y en a tout le temps plein d'autres que je veux faire, puis j'ai pas le temps de faire. Il y a toujours plus que je veux faire. Donc, je pense que ça, c'est peut-être les choses principales comme qualité d'ergo, je pense, qualité personnelle. Presque tout ergo va être exposé à des patients, des usagers, des clients qui ont une composante de douleur chronique. Hein. On peut travailler en santé mentale, puis on a un mandat en lien avec tel type de pathologie, puis là, finalement, il y a cette composante-là. On est en centre de soins de longue durée, puis on est avec des personnes âgées, puis il y a un élément de douleur chronique, mais on n'est pas dans une unité de douleur chronique en tant que telle. Fait que je pense qu'on va quasiment tous et toutes être exposés à des conditions de douleur chronique comme ergothérapeute, mais notre mandat ne sera pas toujours ciblé là-dessus. Je pense que aussi des ergothérapeutes qui ont le goût de continuer un peu plus en recherche aussi, ça peut être intéressant de s'impliquer dans des projets comme clinicien ou comme chercheur. Il y a vraiment un momentum incroyable là, de ce côté-là. Plus que jamais. En tout cas, moi, j'ai 25 ans, là, je trouve que là, on est vraiment à un point où il y a plein d'opportunités. Là. Comme des thérapeutes partenaires qui aident à monter les projets. Donc, les projets, maintenant, on les monte from scratch là, sur la table, avec des thérapeutes partenaires, des patients partenaires, des proches aidants partenaires. C'est des grosses équipes, mais pour s'assurer que les recherches reflètent ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ces opportunités-là. On a des thérapeutes aussi dans nos projets qui sont formés. Dans le fond, on les forme aux nouvelles interventions, aux nouvelles avancées. Donc, ils ont tout ça en primeur. Et ils vont appliquer après ça là, dans les projets. Donc, des fois, c'est des petites heures supplémentaires qu'ils font pendant quelques semaines, ils s'impliquent dans les projets. C'est vraiment super stimulant là, de pouvoir faire ça.
Ben, moi, si je reviens à mon parcours, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime un peu défricher des terrains qui sont pas trop explorés encore, puis ça suscite ma curiosité, puis j'ai le goût de faire une différence, puis de travailler avec des gens qui se posent les mêmes questions. Tu sais, le domaine de la douleur chronique, il y a des congrès fascinants, c'est interdisciplinaire, tout le monde se questionne vers la même problématique, mais on se dit qu'on a besoin des points de vue de tout le monde. Fait que, tu sais, l'esprit d'équipe, la curiosité, l'idée de vouloir innover, moi, c'est comme peut-être que c'est des caractéristiques de qui je suis qui m'amènent à aller dans la douleur chronique. Puis j'ai aussi une espèce de sensibilité à voir des gens qui souffrent puis qui passent à côté de leur vie parce que cette douleur-là est si accaparante. Moi, je suis très émue par ça. Ça m'émeut vraiment beaucoup. Puis, tu sais, il y a des gens autour de moi qui ont vécu comme ça. Puis ça peut même amener à demander l'aide médicale à mourir pour certaines personnes parce que la vie perd son sens. Donc moi, j'ai été exposée à ça, puis je suis très émue par rapport à cette idée-là que la douleur est tellement accaparante que finalement, on passe à côté de notre vie, tu sais, parce qu'on est envahi par ça, puis qu'on n'a pas de solution, mais qu'on attend toujours. Donc ça, c'est ça. Moi, je pense que c'est un moteur pour moi à continuer de vouloir changer les choses, d'être témoin de tout ça, parce que finalement, la douleur, la souffrance, ça fait partie de la condition humaine, là, tu sais, puis il y a quelque chose qui me dit que j'ai envie d'accompagner ces gens-là, puis de faire une différence, puis je suis convaincue que ma profession, elle a des atouts incroyables pour les accompagner, ces gens-là. Fait que peut-être que c'est tout ça, quand je regarde qui je suis, qui m'amène à m'acharner autant, là, tu sais, puis à vouloir... je pense que c'est ça mon moteur personnel, mais ça ne veut pas dire que c'est un prérequis pour qui que ce soit de s'impliquer dans le domaine de la douleur chronique. Oui, bien, je pense que c'est un peu comme toi. Mais les patients en clinique, oui, beaucoup, moi, les patients que j'ai vus, qui m'ont beaucoup sensibilisée, que je fais ça dommage, ou ce qu'ils nous racontent qu'ils ont vécu, ou ce qu'ils se font dire quand ils sont stigmatisés, ou ça me touche énormément. Je trouve ça horrible de se faire dire « Ah, ben, c'est normal d'avoir de la douleur. » Ben oui, ça arrive. Ou « Prends un verre de vin, ça va passer. » Je trouve ça... Quand j'entends ça, là, j'ai les poils qui me lèvent sur les bras. Je me dis « Je peux pas croire que c'est comme ça que des gens se sont fait parler. » En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont entendu, qu'ils l'ont compris, en tout cas. Oui, puis je me dis qu'on peut faire une différence dans la façon qu'on les accompagne, ces gens-là, puis je pense que c'est important. Moi, je dis toujours, tu sais, oui, on peut essayer de traiter la douleur, tu sais, traiter comme si on voulait la faire disparaître, mais il faut aussi soigner la vie quotidienne pendant ce temps-là. Puis il y a des gens qui dealent avec ça eux-mêmes, qui n'ont pas besoin d'ergothérapie, ils prennent des solutions, ils changent leurs habitudes, ils s'adaptent. Puis il y en a d'autres pour qui ça prend cet accompagnement-là parce qu'on est vulnérable, on est comme découragé, on se déconditionne, on n'a pas le soutien social dont on a besoin, on se sent isolé, on n'est pas compris. Donc, cette espèce d'idée d'accompagner des gens comme ça, pour moi, c'est comme je suis convaincue que je suis bien placée comme ergothérapeute. Puis à l'époque, au tout début, tu sais, si on revient au début de l'entrevue, là, tu sais, qu'est-ce qui nous a amenés là? Bien, je me sentais un peu démunie, mais là, j'ai comme développé cette vision-là, puis j'avais le feeling qu'on était bien placés, les ergots, mais j'avais de la misère à l'argumenter, puis j'avais de la misère à le concrétiser. Mais là, tu sais, avec les évidences scientifiques qui évoluent, mes expériences, mon bagage, mes discussions, je me dis, ben oui, c'est évident. On a tellement quelque chose à offrir. Puis là, on a, comme Isabelle et moi, on a mis le doigt sur des interventions qui méritent, là, tu sais, d'être étudiées, puis d'être communiquées. Puis donc, je suis convaincue plus que jamais. Puis, j'adore ça, discuter avec Isabelle, parce que les deux, on est passionnés par ça, mais on n'est pas les seuls ergothérapeutes à être passionnés par ça. Non, il y en a plein. Il y en a plein, puis... de plus en plus. Il y a plein d'associations d'ergo, il y a plein de projets aussi qui mènent aux forces en commun. Fait que des fois, moi, je donne de la formation continue, Isabelle aussi, puis on se rend compte que les ergos travaillent pas mal un peu toutes dans leur coin, avec différentes clientèles, différents contextes de soins, mais quand on se rassemble puis on met en commun nos forces, c'est vraiment intéressant. Fait que disons-le haut et fort, tu sais, dès qu'on a l'occasion, puis documentons ce qu'on fait dans la clinique, mais documentons-le aussi en recherche. Puis je pense qu'on va se positionner de mieux en mieux, mais c'est déjà le cas, c'est très encourageant. Oui. On est de plus en plus nombreux, je pense, à travailler en douleur, de plus en plus à se former en clinique et de plus en plus d'ergothérapeutes qui continuent en recherche ou qui retournent en recherche, comme Julie et moi. Donc, je pense que c'est en essor, là, vraiment, la douleur chronique vue en ergothérapie.
Mais c'est super inspirant de vous entendre chacune de parler un peu de la douleur chronique. Malheureusement, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle déjà. Donc, je voulais peut-être un peu vous laisser la porte pour le mot de la fin. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez peut-être ajouter pour vraiment conclure le podcast de l'ergothérapie en douleur chronique? Je pense que si on peut résumer un peu comment Julie et moi on travaille, je pense que les deux, on a vraiment le même objectif en ergothérapie. C'est que les gens aient vraiment une meilleure autonomie, une meilleure fonction dans leur vie quotidienne, tout en modulant leur douleur. Je pense que par nos différentes discussions, on a vu que ça peut prendre différents chemins. Julie va prendre une approche, tu me corriges si jamais, mais qui est un peu plus, qui va passer par l'activité. Dire, ben là, c'est pas vrai que vous allez passer à côté de votre vie puis de vos activités qui sont significatives parce qu'il y a de la douleur. Donc, on va trouver des façons que vous soyez autonome dans cette activité-là. On va prendre les activités les plus significatives pour vous puis on va miser là-dessus pour que votre vie, finalement, refasse du sens. Et de mon côté, j'ai des interventions qui sont un peu à l'autre bout du spectre, mais qui vont rejoindre aussi le même objectif où ce que ça va plutôt être de donner aux gens des outils, justement, pour qu'ils soient en contrôle de leur douleur, pour qu'ils sachent quoi faire si jamais la douleur augmente. Donc, c'est dit, bien, si je commence à faire la vaisselle, si ma douleur augmente, bien, je sais que si je prends une pause de 30 secondes ou j'applique de la glace à tel endroit, elle va diminuer et je vais être capable de continuer ma tâche et la compléter. Donc, moi, je vais avoir une approche qui va être un peu plus au niveau des interventions. Mais au final, dans les deux cas, les gens vont être capables de faire leurs activités en modulant leur douleur. Donc, tu sais, je pense que c'est les deux extrêmes, dans le fond, qu'on peut prendre, mais ça peut prendre plusieurs chemins, en quelque part, dans ce continuum-là, entre passer par des interventions vraiment qui adressent la gestion de la douleur ou passer par des interventions qui vont adresser directement les activités. Mais tout ça, finalement, va arriver à la même conclusion, c'est une amélioration de l'autonomie. Bien, moi, je trouve que les exemples que tu as donnés, Isabelle, c'est comme, finalement, des exemples qui parlent de notre point commun. C'est beaucoup, on est dans les stratégies de gestion des symptômes dans l'activité. Moi, je pense que tu as beaucoup parlé des points communs parce que c'est ça que je veux faire dans la gestion du quotidien, des activités signifiantes. Mais ce que tu n'as pas dit, peut-être, mais c'est comme un peu la première discussion qu'on a aussi explicite, mais c'est que tu as des stratégies, surtout dans tes travaux, sur lesquelles tu mises pour agir directement sur les symptômes. Oui. Tu sais, tu vas rééduquer la perception de la sensibilité, rééduquer la sensibilité, tu vas leurrer le cerveau pour qu'il réinterprète les sensations, les stimulations en périphérie autrement pour pas que ça soit perçu comme un signal douloureux. Donc, tu as une approche plus bottom-up où tu agis directement sur les symptômes, puis en faisant toute l'activité pacing en parallèle, mais toujours dans la même optique d'améliorer le fonctionnement, la gestion de la douleur, mais ta cible d'intervention est beaucoup la nociception. Oui, hein? C'est sur le système nerveux directement. Oui, c'est ça. Absolument. Ça, c'est ce qui nous distingue peut-être le plus. Oui. Parce que moi, je vais non seulement regarder les défis occupationnels quand tu dis, OK, les stratégies pour faciliter, par exemple, les AVQ, les AVD, quand je fais la vaisselle, quand je prépare un repas, est-ce que je ferais mieux d'alterner la position assise debout? Là, on se rejoint dans les stratégies. Oui, ça, c'est vrai. Par contre, moi, ce que j'amène, qui est peut-être plus spécifique dans mon cas, dans des approches fondées sur l'occupation, c'est de dire, OK, est-ce que j'ai un équilibre de vie satisfaisant? Est-ce que ma façon de doser mes semaines, toute la big picture de la vie quotidienne, puis est-ce que j'ai dans un processus finalement d'adaptation de mon style de vie pour en venir à être plus satisfaite, à avoir une meilleure gestion de mes symptômes? Donc moi, le focus, c'est comme le zoom, je le mets vraiment sur la gestion du style de vie, l'organisation, quitte à faire des choix, des adaptations, prioriser autrement, changer ma façon de préparer mes repas, de m'alimenter, toutes les routines de sommeil. Je vais mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Je vais miser beaucoup sur le soutien social. Donc, c'est comme mon zoom est mis un peu plus là. Puis toi, tu vas être dans cette même optique-là, mais tu vas mettre ton zoom sur les symptômes. Oui, perception des symptômes, perception de la douleur, oui. La zone allodinique, tu vas vouloir la réduire. Moi, dans mes interventions, dans mon projet de recherche, on ne va pas agir sur ces symptômes-là directement.
Mais toutes les deux, on fait de l'activity pacing. On s'intéresse au quotidien, aux petits défis, puis on veut intégrer des stratégies qui fonctionnent au cas par cas dans les routines quotidiennes. Fait que c'est ça qui fait qu'on est toutes les deux dans l'ergothérapie, mais il y a certains patients qui ont besoin d'approches qui se rapprochent un peu plus de ce que tu amènes toi, puis il y en a d'autres qui sont plus dans un stade de changement dans les routines. Puis ça, il faut être capable, comme ergothérapeute, d'avoir tous ces cordes-là à notre arc. Puis moi, il y a des choses qu'Isabelle fait que je n'ai pas expérimentées dans la pratique, puis il y a des choses que je développe dans mon projet qu'Isabelle n'a pas développées dans sa pratique. Mais toutes les deux, on est dans de l'ergothérapie en douleur chronique. Mais ça, c'est teinté aussi par le contexte de pratique dans lequel on travaille. Je ne suis pas certaine qu'en CLSC, on peut faire de la rééducation sensitive d'une façon aussi précise et prioritaire que ce que tu fais. Puis en clinique de douleur, il y a peut-être des choses qui s'appliquent, mais qu'on ne peut pas aller là-dedans. Donc, fait que vous voyez tout le cheminement de carrière qu'un ergothérapeute peut faire avec toutes ces opportunités-là en fonction des conditions, des contextes dans lesquels on intervient, puis du stade aussi de changement, de disposition au changement que la clientèle on a, de leur priorité dans leurs symptômes aussi. Donc, c'est très vaste, l'ergothérapie en douleur chronique, puis il y a beaucoup de chemins qu'on peut prendre, puis il faut être capable, dans notre raisonnement clinique, de déterminer qu'est-ce que la personne a besoin maintenant en priorité, puis de mettre à profit des approches différentes qui s'intègrent toutes dans la prise en charge en ergothérapie. C'est très bien. Vous avez fait vraiment une bonne distinction. Mais autant les distinctions que les ressemblances aussi. Oui, je pense que ça ressort encore plus qu'avec votre parcours initialement rapporté. Ben, merci beaucoup. Ça mettait vraiment super bien l'emphase sur ce qu'on peut faire en ergothérapie et surtout en douleur chronique et comment notre profession est vraiment importante dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Julie Masse, Isabelle Quintal, pour votre expérience et pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Donc, c'était le podcast Jason Ergo et on se retrouve prochainement pour un prochain épisode.